Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan consacrée au festival du film fantastique de Gérard May, dont la 33e édition s'est achevée il y a quelques jours maintenant, festival auquel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre pour la 4e fois consécutive et qui était placé cette année sous le signe du masque, je cite, outil d'intégration sociale ou instrument de répression, refuge psychologique ou surface de projection du mal, parfois même vecteur de transgression. L'occasion de découvrir ou redécouvrir comment le cinéma fantastique le transforme en un puissant révélateur de notre rapport au monde, de nos peurs les plus intimes et de nos désirs les plus enfouis. Présidée du côté du jury long métrage par la comédienne Alice Taglioni, cette édition s'est allée cette année non plus sur 5 mais 6 jours, au cours desquels j'ai pu visionner, entre froid et effroi, pas moins de 17 films, dont les 9 en compétition, et assister à une table ronde autour du modèle français de soutien au cinéma, comme allié du cinéma de genre asiatique, précédée d'une rencontre avec le scénariste et réalisateur indonésien Joko Anwar, un cinéaste auquel il a été rendu hommage, tout comme à l'actrice franco-ukrainienne Olga Kurilenko, première femme à être honorée depuis la création du festival en 1994, il était grand temps effectivement. Ça va être tout noir. Il n'avait plus replongé dans l'horreur depuis l'excellent Jusqu'en Enfer en 2009, le réalisateur, scénariste et producteur américain Sam Raimi faisait son grand retour dans ce registre avec Send Help, présenté hors compétition en ouverture de festival. Autant dire qu'il était pour moi, et comme pour beaucoup d'autres, impossible de passer à côté d'une telle entame. Le film nous fait suivre les deux seuls rescapés d'un accident d'avion, Linda Liddell et Bradley Preston, deux collègues que tout oppose et qui se retrouvent à présent coincés sur une île déserte. L'heure est donc venue de surmonter les griefs du passé et de travailler ensemble pour tenter de s'en sortir. Sauf qu'en fin de compte, la bataille pour la survie devient une épreuve de force, inquiétante et cruellement drôle où chacun veut jouer au plus fin. Si le long métrage n'atteint pas les sommets de sa filmographie, on retrouve néanmoins là un Sam Raimi en grande forme, les attentes autour de ce retour aux sources ayant su être récompensées. Traversé de séquences typiques du réalisateur et porté par une Rachel McAdams parfaite dans ce renversement des rapports entre une employée excentrique mais dévouée et son connard de patron, Send Help nous propose un survival à la fois drôle, crade, gore et cruel où tous les coups, surtout les mauvais, semblent permis, nous donnant ainsi à voir un monde décidément bien sombre, nous confortant dans l'idée que la vie est décidément une jungle. Un très bon début de festival, vous l'aurez compris, pour un film à découvrir en salle le 11 février. I think it's not a horror film, it's something else. I don't know exactly what it is. One big inspiration was The Father, this dementia drama with Anthony Hopkins, and I was thinking about what's the greatest horror that could happen to somebody. It's like, losing your perception and not trusting your brain anymore. Alors voilà, encore une fois, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une des inspirations pour ce film, eh bien, c'était, vous l'avez peut-être vu, The Father avec Anthony Hopkins, dans lequel Anthony Hopkins joue quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, et ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'a donné envie de faire un film, donc de raconter l'histoire de quelqu'un qui finit par ne plus vraiment faire confiance à son cerveau, à ce qu'il voit, à ce qu'il comprend, et ce début de démence, ça a été pour moi une des inspirations du film que vous allez voir. Deuxième journée de festival avec en compétition le long métrage autrichien et allemand Welcome Home Baby, en présence de son réalisateur Andreas Prochaska, ayant débuté sa carrière comme monteur, notamment sur le Funny Games de Michael Haneke en 1997, avant de se faire connaître en tant que metteur en scène en 2006 avec le slasher 3 jours à vivre. Dans son nouveau film, nous suivons le personnage de Judith qui travaille comme médecin urgentiste à Berlin. Lorsqu'elle hérite d'une maison en Autriche qui appartenait à la famille qui l'a abandonnée étant enfant, sa quête pour résoudre le mystère de ses origines se transforme en un voyage cauchemardesque dans le passé. Welcome Home Baby nous propose ainsi la confrontation d'une femme moderne avec un passé dont elle ignore tout ou presque. Ayant quitté momentanément la ville pour signer quelques papiers, la voilà bientôt prise au piège d'un village et d'une communauté, entre errance, réveils brutaux et sauts dans le temps. Une plongée dans la folie sur fond de traumatisme et d'emprise
qui, malgré un sentiment de déjà-vu et une fin un peu moins maîtrisée, l'emporte par sa puissance esthétique et son actrice principale, Julia Franz Richter. Comme spectateur, j'ai toujours aimé le fantastique. Ce genre que le monde anglo-saxon peine à comprendre ou à définir. On me demande si Nervure est un film d'horreur, de science-fiction. Non, c'est un drame fantastique, selon la définition française de l'expression. C'est pourquoi la sélection de Nervure par le Festival du film fantastique de Gérard May pour sa première française me touche particulièrement au cœur. Car Nervure appartient d'abord et avant tout au fantastique, ce genre dont la définition subtile ne semble comprise que dans le monde francophone. Présenté lui aussi en compétition, le long-métrage canadien Nervure, troisième film de fiction du réalisateur, scénariste, monteur et designer multimédia Raymond Saint-Jean. Nous y suivons le personnage d'Isabelle qui, alors qu'elle rentre chez ses parents pour le week-end, est stupéfaite d'apprendre que son père est mort depuis 3 jours et déjà enterré. Plus étrange encore, sa mère ne comprend pas son émoi. Isabelle reste alors désemparée face à l'inquiétante fascination de celle-ci pour les nouveaux voisins. Gestion du deuil ou de la fin de vie, le film aborde des thématiques plutôt intéressantes, mais si l'idée de départ, un retour à la Terre un peu particulier, aurait pu donner un excellent court-métrage, elle s'étale malheureusement ici un peu trop artificiellement, d'autant que les personnages peinent à exister à l'écran. Le long-métrage peut toutefois compter sur de très bons effets pratiques et maquillages qui combleront les amateurs de body horror. Thank you very much to the people who came here and left their kids tonight. You're one of them. Merci. Merci à tous ceux qui sont venus ici ce soir voir le film et qui ont laissé leurs enfants à la maison. Je pense que vous allez, vous, particulièrement détester le film. And the people who haven't decided if they want to have kids, you're really going to make a huge decision tonight. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore d'enfants et qui vont peut-être se poser la question est-ce qu'on va avoir des enfants ou pas, quand vous allez voir le film, vous allez vraiment penser très fort et faire une décision très importante. And for the rest who have my age or older, you're going to get pretty nostalgic as growing up in the 80s. The film is pretty personal. I and my co-writer Alan Abonado wrote it based on mostly true facts, our childhood, and how we survived those ravaging 80s, or white 80s. Et tous ceux d'entre vous qui ont mon âge, qui sont à peu près de ma génération, le film que vous allez voir ce soir est un film qui est beaucoup basé sur mes souvenirs donc, de ma jeunesse et les souvenirs de mon scénariste, de la jeunesse de mon scénariste, donc dans les années 80. Et on s'est beaucoup posé la question quand on a écrit l'histoire du film, comment est-ce qu'on a réussi à survivre aux années 80, qui étaient des années 80 sauvages, qui étaient des années 80 avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passaient. Donc voilà, ça va peut-être vous rappeler ce côté un peu nostalgique des années 80. Compétition toujours avec le film mexicain Don't Leave the Kids Alone, 6e long métrage du réalisateur Emilio Portes, au style singulier mêlant humour, narration rythmée, imagerie percutante et personnages mémorables évoluant à la frontière de l'horreur et de la comédie. Hommage nostalgique au film d'horreur des années 80, Don't Leave the Kids Alone nous fait suivre le personnage de Catalina, veuve depuis peu, contrainte de laisser ses enfants seuls à la maison quelques heures pour assister à une soirée où elle espère décrocher un emploi. Livrés à eux-mêmes, Matty et Amy s'amusent comme jamais, sans se douter qu'une force invisible est à l'œuvre pour les séparer. Avec au programme une mère absente et 2 jeunes frères livrés à leur détestation et bientôt à leur peur, le tout dans une maison qui ne leur veut pas que du bien, le film prend un malin plaisir à jouer avec le spectateur et l'angoisse qui découle des situations auxquelles sont confrontés les enfants, dont les prestations sont ici parfaitement crédibles. De moins en moins léger, le film ne s'épargne rien et met nos nerfs à dure épreuve, remuant certaines rancœurs liées à la mort du père et tirant parti de l'architecture de la bâtisse, virant dans son dernier acte vers la cruauté et l'horreur. Un long métrage récompensé du prix du jury jeune.
Julie Pacino, and I'm the writer-director of I Live Here Now. Thank you all so much for coming out to see this movie on the big screen. It means a lot to me. It's my first feature, and I'm so disappointed that I can't be there with you all in person to experience it together. Thank you to Gerard May for including us in this year's incredible program. We're absolutely honored to be a part of it. And yeah, please just enjoy the movie, sit back, let it wash over you, allow the questions to come, and please talk amongst yourselves afterwards to deconstruct everything and put it back together. That's really the joy of movie going, in my opinion, is to be able to watch art and analyze it. And so I hope that this movie inspires some conversation afterwards. Thank you again. This means the world to me, and please enjoy. This is I Live Here Now. Hors compétition cette fois-ci avec le film américain I Live Here Now, premier long métrage de Julie Pacino, fille de Qui vous savez, dont les travaux en tant que photographe ou réalisatrice de courts-métrages abordent les thématiques de l'identité, du désir et de l'inconscient, plongeant le spectateur dans des univers surréalistes et chargés d'émotions où la frontière entre rêve et réalité s'estompe. Ce qui décrit finalement assez bien son film, lequel met en scène une femme devant faire face à une grossesse imprévue. Se retrouvant piégée dans un hôtel isolé, les violents échos de son passé reprennent vie, brouillant les frontières entre ses cauchemars les plus sombres et le monde réel. Avec cette actrice en devenir, piégée dans un étrange hôtel où rêve et réalité se confondent, la réalisatrice entend faire entrer le spectateur dans sa psyché, abordant des thématiques telles que les traumatismes d'enfance, les relations toxiques et les difficultés rencontrées dans le monde du cinéma. A priori inspiré de certaines de ses photographies, le film mise avant tout sur le style. Saisissant sur le plan formel, le long métrage s'avère assez déstabilisant dans sa narration pour un résultat évoquant une Alice au pays des merveilles sous influence lynchéenne. Overwhelming to be here. We hope you have a good screening. If I can say something a little bit, it's for me. It's not a horror movie. It's a horror story. So. Merci vous tous d'être ici, j'espère que vous allez apprécier ce film. Je vais juste dire une petite chose, pour moi ce n'est pas un film d'horreur, c'est une histoire d'horreur. La nuance est importante. Troisième journée de festival et présentation en compétition du film autrichien, suisse et allemand Mother's Baby, nouveau long métrage de la réalisatrice Johanna Moder, après High Performance en 2014 et Once Were Rebels en 2019. Nous y suivons Julia, une chef d'orchestre accomplie de 40 ans, et son compagnon George, qui rêve depuis longtemps de devenir parent. Julia tombe enceinte après un traitement de fertilité réussi à la clinique du docteur Villefort. Cependant, des complications surviennent pendant l'accouchement et le bébé lui est retiré sans qu'elle en soit informée. Lorsqu'elle rencontre enfin son enfant, elle ressent un sentiment inattendu de détachement et commence à se demander si ce bébé est vraiment le sien. C'est donc une sorte de dépression postpartum que nous propose ce long métrage, entre difficulté à établir une vraie connexion avec cet enfant qu'elle est supposée aimer et protéger, une carrière dont elle se sent de plus en plus écartée et un conjoint qui ne semble pas faire grand-chose, si ce n'est douter de sa bonne santé mentale. Une plongée dans la paranoïa et l'isolement, prenant appui sur un sujet important, un drame qui ne fait pourtant qu'effleurer ses thématiques et n'embrasser le genre que dans ses toutes dernières minutes. Le film a su néanmoins convaincre le jury puisqu'il a été récompensé du Grand Prix. Elle aussi présentée en compétition, la comédie horrifique néo-zélandaise The Weed Eaters, premier film de son réalisateur Callum Devlin. Un passage au long métrage qui n'est finalement que la suite logique de ses collaborations artistiques de longue date et de son expérience dans les clips musicaux. Le film nous entraîne dans les mésaventures embrumées de 4 fumeurs de bœufs invétérés qui, lors d'une escapade loin du monde pour le réveillon du Nouvel An, se retrouvent chez un fermier solitaire et font une découverte stupéfiante, une variété d'herbes provoquant une irrésistible envie de chair humaine.
Une fin d'année à la campagne qui tourne mal, sur fond d'herbe aux propriétés étranges, il n'en faut pas plus pour pondre une comédie horrifique trash et déjantée, remplissant parfaitement son office. Doté d'un budget dérisoire, on parle de 19 000 $, le film de Devlin ne réinvente pas le genre, mais s'avère suffisamment drôle et gore pour faire passer un excellent moment. Un film dont on sent l'envie et la passion, récompensé du prix du jury ex aequo. Présenté hors compétition, le film argentin et espagnol Birra Loca. Ayant collaboré avec d'autres cinéastes argentins par le passé, c'est le premier long métrage que l'écrivain, scénariste et réalisateur Martín Moregui développe, écrit et réalise seul. Nous y suivons le personnage de Pedro qui, lors d'une soirée orageuse, reçoit un appel désespéré de Laura, son ex-petite amie. Il accepte de passer la nuit à veiller sur Alicia, sa mère sénile, dont l'infirmière a mystérieusement disparu. Mais dès qu'il franchit le seuil de la maison, Pedro sent que quelque chose cloche. Alicia ne semble pas le reconnaître et croit avoir affaire à un ancien amant avec qui elle partageait de terribles secrets. Quand la démence s'invite dans la tête d'une vieille femme, une simple moustache fait ressurgir les démons du passé, transformant un innocent en coupable idéal après tant d'années d'abus et de silence. Une confrontation entre un bourreau et sa victime, teintée d'un humour bien noir, une vengeance aux airs gothiques, ludiques et dérangeantes, portée par une Carmen Maura qui ose tout. Bonsoir. My name is Joko Anwar. I'm here with my beloved collaborator. Bonsoir. To be here tonight, to have a special program focused on my work at Zeramir is still very unreal to me. Because years ago, when I first time here, I was only hoping that the audience would just watch my film and didn't walk out. Alors pour moi c'est une expérience un petit peu surréaliste d'être ici aujourd'hui devant vous à Gérardmer parce qu'il y a quelques années j'avais déjà un film donc, qui avait été présenté ici et moi à cette époque-là la crainte que j'avais, le stress que j'avais venait du fait que je me demandais si les gens allaient venir voir le film et surtout s'ils n'allaient pas partir avant la fin. I came here in 2013 with my film Modus Anomaly. I was only still searching my confidence, my voice, and honestly, permission to work in genre cinema. And what I found out that the audience here really watch Modus Anomaly, my film, with real curiosity, real passion, very warm, and actually, Gérardmer, the festival, and the audience give me the permission to explore genre cinema. And I'm really thankful to Gérardmer Festival and you audience for this. Je suis venu ici en 2013 avec mon film Modus Anomaly et moi à l'époque je cherchais encore cette confiance en moi, j'essayais de trouver ma place dans le cinéma de genre, en tout cas de pouvoir continuer à faire du cinéma de genre. Je cherchais une espèce d'autorisation quelque part de la part du public, une confirmation que c'était là ma voix. Et le public de Gérardmer, vous peut-être, il y a donc 13 ans, et bien le public de Gérardmer a vraiment vu ce film avec beaucoup de curiosité et a su me donner cet enthousiasme, cette force qui m'a donné une place dans le cinéma de genre, qui m'a donné envie de continuer dans ce genre. And I want to say this very seriously. The festival really made me confident to explore my stories, our folklore from my countries, and to push the horror genre, to move the boundaries. And the festival, thank you for believing that genre is not just entertainment but also real cinema. And thank you the audience for really make us who work in genre cinema really proud and not trying to justify anything, but be proud in what we are doing.
Et je voudrais également dire que le festival de Gérardmer est un festival qui, encore une fois, est cher à mon cœur parce que c'est un festival, le public du festival de Gérardmer. Ce sont un festival et un public qui m'ont vraiment aidé à vouloir continuer à parler de mes histoires, à parler des histoires du folklore de l'Indonésie et à faire en sorte qu'on se sente, nous, réalisateurs de films de genre, pas seulement comme des gens qui faisons des spectacles, comme ça, grands spectacles et tout ça, mais on fait vraiment du cinéma, on fait vraiment de l'art, et ça nous permet de trouver notre voie, de continuer ce chemin, et tout ça, c'est grâce à ce festival, c'est grâce à ce public, c'est grâce à vous. Donc merci. The enthusiasm of audience in Gérardmer travel very far, certainly travel to Indonesia, my country. L'enthousiasme du public de Gérardmer, c'est un enthousiasme qui va très loin, qui dépasse les frontières et qu'on ressent cet enthousiasme jusqu'en Indonésie. Merci. And lastly, film is a collaborative art, and simply I cannot work without my crew. And this is Asmara Bigel, one of my beloved actors who have worked with me for how many projects? 5 times. Since Gérardmer 2013, I made 8 films because I love genre cinema, and this is one of my beloved collaborative pieces. Je voudrais également vous dire que vous rappelez, parce que vous savez évidemment, que le cinéma c'est un travail qui n'est pas un travail solitaire, mais un travail de collaboration. On travaille avec énormément de personnes différentes et une des personnes avec lesquelles j'aime travailler, c'est Asmara Bigel, ici présente. On a fait 5 films ensemble et depuis que je suis venu ici, j'ai fait 8 films donc. Et Asmara, c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne et je vais maintenant la laisser parler. De nous avoir invités ici pour cette année, spécialement pour cette année très importante pour Gérardmer, pour le rétrospectif. Et cette collaboration est très importante pour nous, les gens qui travaillent dans le monde du cinéma, pour collaboration entre la France et l'Indonésie. Merci beaucoup. Retour à la compétition avec encore un premier film, en provenance de Grande-Bretagne cette fois-ci, The Thing with Feathers de Dylan Southern, réalisateur reconnu pour sa capacité à créer des récits authentiques et profondément ancrés dans l'humain, et qui s'est d'abord illustré dans le documentaire musical. Ce premier long métrage de fiction est l'adaptation du roman La douleur porte un costume de plume de Max Porter. Nous y suivons un père de famille dont la réalité s'effondre à la mort de sa femme, et qui se voit traqué par une présence étrange sortie toute droite de ses dessins. Cette mystérieuse créature s'invite dans sa vie et y sème le chaos. C'est peut-être exactement ce dont il avait besoin. Le long métrage entend donc nous plonger dans la douleur de cet homme, brillamment interprété par Benedict Cumberbatch, se retrouvant seul avec ses 2 fils après le décès brutal de leur mère. Un rôle qu'il a bien du mal à endosser pleinement, le chagrin le submergeant et l'empêchant de reprendre le cours de sa vie. Un deuil matérialisé ici par un homme corbeau, venu quelque peu le secouer et lui éviter de sombrer complètement, pour une œuvre poignante, bien que plombée par quelques longueurs et lourdeurs. Bonjour amigos del Festival Gérardmer en Francia. Soy Eduardo Casanova, tengo los pelos fatal. Y estoy trabajando ahora mismo en mi siguiente película y por tanto me es imposible ir al festival, aunque me haría muchísima ilusión. Me quedé con ganas de ir con mi anterior película, La Piedad, donde ganamos allí, y esta vez tampoco es posible hacerlo con silencio. Pero no os penséis que es por nada raro, es por poder seguir haciendo películas para que vayan a festivales. Estoy muy agradecido, muy agradecido al festival de corazón por tenerme siempre en cuenta y cuidarme también. Os mando un beso muy grande y espero que disfrutéis Silencio. Lo siento en el alma. Gracias. Adiós. Au revoir.
esos 2 años. Dernier film de cette 3e journée de festival, présenté hors compétition, Silence de l'espagnol Eduardo Casanova, acteur dès ses 12 ans, puis réalisateur de courts-métrages, avant de se lancer dans un premier long en 2016 avec Skins, puis en 2023 avec La Pietà, récompensé de 3 prix à Gérardmer et que j'avais particulièrement apprécié. Silence met en scène un groupe de sœurs vampires survivant à la pénurie de sang humain provoquée par la peste noire, mais le véritable poison est le silence qui les entoure. Des siècles plus tard, l'une de leurs descendantes affronte le même conflit durant la pandémie de sida en Espagne et découvre que l'exclusion sociale, elle, n'a pas changé. Casanova, qui nous gratifie une fois de plus d'une esthétique unique qui ne plaira pas à tout le monde, à la fois chatoyante et provocante, secoue son public en réinventant le mythe du vampire, venant rompre le silence de personnages féminins libres et queer mais condamnés par la société. À la fois drôle et tragique, ce voyage entre le XIVe siècle et les années 80, pensé au départ comme une mini-série, nous donne à voir des êtres empreints d'une passion et d'une intensité plus forte que la mort. Quatrième journée de festival avec en compétition le film japonais Junk World de Takahide Ori, préquel de Junkhead que je n'ai pas encore vu mais qu'il me tarde maintenant de découvrir. Un réalisateur qui, en plus de travailler dans le design d'intérieur, poursuit des activités artistiques telles que la peinture, la sculpture et la fabrication de poupées, comptant parmi ses influences notamment le film Alien de Ridley Scott ou bien encore le manga Blame. L'histoire de Junk World se déroule dans un futur lointain. Nous y suivons une équipe d'humains, de clones et de cyborgs qui explorent un empire robotique souterrain mais tombent dans une embuscade de cyborgs rebelles. Au-delà du travail colossal et de la technique impressionnante de ce film d'animation en stop motion, 3 ans auront été nécessaires pour sa conception contre 7 ans pour Junkhead, je découvre l'univers complètement barré entre biomécanique et SM d'un réalisateur qui nous entraîne dans un récit foisonnant, cruel, absurde et hilarant auquel il faut s'abandonner totalement sous peine de rester sur le bord de la route. Assurément un des meilleurs longs métrages que j'ai pu découvrir durant ce festival. Compétition toujours avec le film américain Redux Redux, réalisé par les frères McManus. Leur 3e long métrage après Funeral Kings en 2012 et The Block Island Sound en 2021. Dans Redux Redux, leur 3e film, ils dirigent leur sœur Michaela McManus qui tient le rôle principal. Dans Redux Redux, nous suivons le personnage de Irene Kelly, laquelle voyage à travers des univers parallèles, tuant à répétition l'assassin de sa fille. Habitée par la haine et le désir de vengeance, son humanité ne tient plus qu'à un fil. Le film nous plonge dans le cercle vicieux de la vengeance, celle d'une mère parcourant les différents univers pour tuer encore et encore celui qui a ôté la vie de sa fille. Une fuite en avant qui rend tout ce rituel forcément éprouvant et émouvant et fait de Irene, brillamment interprétée par Michaela McManus, moins une héroïne d'action qu'une survivante accrochée au passé. Un thriller de SF tendu de bout en bout grâce à son atmosphère, ses 2 héroïnes et son antagoniste dont la banalité se révèle justement dérangeante. Un film récompensé du prix du public. C'est vrai que mes choix ont été parfois un peu risqués et souvent très sombres. Ça tombe bien pour ce festival. Il faut dire que le fantastique et l'horreur m'ont souvent accompagné, mais parce que c'est des gens très exigeants et aussi très physiques et bizarrement, je me suis découverte d'aimer cette physicalité et je me suis découverte d'être assez athlétique, chose que, bon, vous n'allez pas y croire, mais quand j'étais petite, je n'étais pas du tout
plutôt athlétique. Je ne pouvais même pas, qu'est-ce que ça s'appelle, les leçons de sport. Ça s'appelle comment en France? Donc, voilà. J'étais incapable de faire quoi que ce soit pendant ces leçons. Et voici, je fais des trucages les plus difficiles au monde et je m'entraîne avec des cascadeurs les plus intenses. Franchement, si quelqu'un m'aurait dit quand j'avais 10 ans que j'allais faire ces choses-là, jamais j'aurais cru. Mais finalement, je suis rentrée là-dedans et apparemment, je suis même douée pour ça. Mais c'était pas du tout avec ça que j'allais dans le cinéma. Je pensais... J'aimais beaucoup les comédies. J'aimais les films noirs aussi, mais j'aimais les comédies, comme d'ailleurs et le film que je vais présenter juste après ça, une comédie. Et enfin, ça arrive. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, je suis assez émue que c'est dans ce festival que ce dommage j'ai eu, parce que c'est vrai que malgré moi, je pense que j'ai choisi des films plutôt de ce genre, même si je pensais faire des comédies romantiques. Bon, apparemment, je n'ai pas l'air romantique. C'est vrai que je suis assez effrayante. Il paraît. Donc, finalement, ça se trouve. C'est pas lui. Je rigole. Voilà, et je ne sais pas si on va présenter le film tout de suite. On va présenter le film un tout petit peu après, parce que voilà. Ok, mais voilà, en tout cas, je suis très émue, très honorée, et d'autant plus aussi que ça se passe en France, et pour moi, la France, c'est mon pays. Je sais que je ne suis pas née ici, mais je suis née quand j'avais 16 ans. C'est un pays qui m'a permis de réaliser mes rêves, parce que dans mon pays, je n'aurais jamais pu le faire. Et c'est grâce à ce pays que je suis là et que je suis devenue quelqu'un. Et ce pays, je peux vous dire, il m'a tellement bien accueilli. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée amoureuse de la France. Et on peut dire quoi que ce soit, je défends toujours la France dans les autres pays, parce que souvent on dit ouais, en France, ils parlent le français, ils peuvent pas imaginer, c'est le meilleur pays au monde, il n'y a pas mieux. Je le ressens vraiment, et je le dis toujours et je continuerai à le dire. Merci beaucoup. Merci au festival, merci à vous d'être là. Voilà, c'est un moment important pour nous, parce que c'est la deuxième mondiale. En fait, on l'a montré une fois à notre équipe, on était 12. Donc là c'est mieux. Et puis ce soir, on est super content d'être à tes côtés, Olga. C'est vraiment un honneur. Comme ça a été un honneur que tu acceptes de jouer dans notre film. Elle a été incroyable, parfaite. D'ailleurs, la femme parfaite, c'est un peu ton personnage, vous verrez. Et tu as admirablement donné la réplique à Laurent qui nous a appelés et qui vous embrasse, qui ne pouvait pas être là ce soir, et qui vous souhaite une excellente projection. On voulait aussi dire un petit mot, un grand merci à nos producteurs qui sont dans la salle, Mathieu et Thomas Verrag de la téléproduction qui nous accompagnent pour vous aider dans cette aventure. Et à tous les producteurs, Fordem, qui sont là aussi. Merci à vous. Présenté hors compétition, en présence des réalisateurs et de l'actrice Olga Kurilenko, le film français Alter Ego, 4e long métrage de Nicolas et Bruno, duo d'acteurs et de réalisateurs plutôt inclassables et dont l'humour absurde caractérise chacune de leurs créations. Avec Alter Ego, nous suivons le personnage d'Alex,
lequel a un problème avec son nouveau voisin, Axel. Ce dernier est en effet son sosie parfait, avec des cheveux. Un double, en mieux, qui va totalement bouleverser l'existence paisible qu'il menait avec sa femme dans leur beau pavillon de banlieue. Comparaison et dépréciation de soi, le film dévoile au grand jour les peurs et les faiblesses d'un personnage principal jusque-là bien tranquille dans sa petite routine, jusqu'à l'entraîner dans une jalousie maladive, l'obsession et la paranoïa. Un homme confronté à ce qu'il pense être une meilleure version de lui, une idée simple mais géniale pour une comédie fantastique absurde, surréaliste et hilarante sur la performance et les apparences, le tout porté par l'esprit Kojip et un Laurent Lafitte irrésistible. Conclusion, c'était vraiment très intéressant. Présenté en compétition lors de la 5e journée, le film kazakhstanais Cadet, nouveau long métrage de Adilkan Yarzanov, un habitué des festivals qui signe ici sa première incursion dans le genre horrifique et a eu le privilège avec cette œuvre de représenter son pays à l'Oscar du meilleur film international. Dans Cadet, nous suivons les personnages de Alina et de son fils Serik, une famille monoparentale venue s'installer dans une école militaire très stricte, elle pour y enseigner et lui pour y suivre les cours. Rapidement, le jeune garçon subit le harcèlement et les coups de ses camarades avant d'adopter lui-même un comportement inquiétant. Avec pour décor principal une école isolée, sinistre et labyrinthique qui transforme les jeunes garçons en tueurs, pire, en monstres, ce sont les fantômes qui ressurgissent, témoins et victimes d'un passé autoritaire qui semble pourtant toujours bien vivant. Entre drame familial, thriller surnaturel et même satire politique, le film ne plaira assurément pas à tout le monde, en cause un long métrage qui prend son temps et demande qu'on s'y investisse. Des longueurs, mais qui participent à l'ambiance pesante et angoissante d'une œuvre dépeignant un monde où le mal est devenu la norme. Un long métrage que j'ai particulièrement apprécié et qui s'est vu récompensé pour mon plus grand bonheur du prix du jury ex aequo et du prix de la critique. Throughout the years, I observed the difference between the model, the sport model in Indonesia for genre cinema as compared to French model here for genre cinema, is that in my country, genre cinema is only expected to be commercial. But in France, it is considered also part of the culture. And cinema is culture. And genre cinema is included in that vision. So that's what me and my friends, my colleagues trying to do also in Indonesia, to raise the genre cinema to a place where it's not just considered a commerce, but also a way to do a betterment in the society. Le cinéma de genre en Indonésie, je dirais que la différence qui existe entre le cinéma de genre indonésien et le cinéma de genre français, c'est que en Indonésie, donc comme je disais il y a quelques instants, le cinéma de genre c'est vraiment un cinéma commercial et qui n'est vu que par le prisme commercial, faire de l'argent avec, voilà, etc. Alors qu'en France, bien sûr, il y a cet aspect commercial, mais il y a également un aspect culturel. Et je crois que c'est ça aussi un des moteurs de ce que je fais, c'est essayer de faire en sorte, moi, enfin, quand il dit moi et mes collègues, donc ses collègues réalisateurs également indonésiens, essayer de faire en sorte d'élever le cinéma de genre, pas seulement comme étant un entertainment commercial, mais également quelque chose qui fait vraiment partie de la culture et qui devient vraiment un art à part entière. Yes, and I believe cinema is very powerful to make a change in our society. And as I said, I'm very privileged to be able to work in genre cinema to address issues that's happening in my country. I have 5 movies here, and if you have the chance to see it, even though they're horror movies, but they're trying to speak about issues that need to be spoken about, that's happening in our society. I believe that genre cinema is very important also because it speaks about culture, it speaks about specific things that happens in one country, where in one society where the movie was made. By having that, the movie will be able to be used by mirror by the society in that place to see what the problem are.
for other people, for other audience from other countries, it's going to be able to make another perspective. So people watching, like here, the audience in France watching Indonesian film, genre cinemas, they'll be having a new perspective on how the problems happen in Indonesia. By that, the audience outside Indonesia will have a new perspective on how to view their own problems. So I think it's very useful. Le genre, le cinéma de genre a donc un aspect culturel qui est très important parce que ça permet de faire voir des choses, des événements très spécifiques à un pays, de le faire voir, de le faire comprendre dans des pays parfois et des cultures très lointains et très différentes, de faire vraiment ressentir, comprendre ce qui se passe, mais d'une autre manière, de toucher les personnes avec donc des sujets importants de société, mais d'une autre manière qui permet également d'avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Donc le public, par exemple, ici à Gérardmer, comprend un peu ce qui se passe dans la culture indonésienne, encore une fois, par le biais d'histoires surnaturelles, etc. Mais le public indonésien peut aussi réfléchir à ce qui se passe dans leur propre pays grâce à ce genre de narration différente. We had our first golden age of cinema, horror cinema in Indonesia during the 70s and 80s. The second one is now. But the first golden age of horror cinema in Indonesia happened because horror cinema was being used to speak up about the injustice that was happening in Indonesia due to our leadership that at the time was we were being led by a dictator called Suharto, and there are not a lot of room to have freedom of speech. It's very easy for us to get arrested at a time if we speak. Actually, it's happening now too in Indonesia. So it's the same. Yeah. So I guess the history of Indonesia horror cinema, I think it has been used to as a channel to speak about injustice, especially the corruptness of the government in Indonesia. Even during the first golden age of horror cinema during the 70s and 80s in Indonesia. Now, we also have problems with our government for several years. We have not seen horror cinema being used as a tool to speak about this injustice. Hopefully soon. And that's what our colleague and me trying to do also in Indonesia. What's very clear, obvious back then, during the 70s and 80s, the difference between the 70s and 80s, our horror cinema, our horror movies always rely on the Islamic leaders to solve all the problems. If there are ghosts, if there are disturbance caused by apparitions, there will be one Islamic leader reciting Quran and everything is going to be okay. But now it's not the same anymore in Indonesian horror cinema, so we have to find a way to address all these issues that's happening in Indonesia right now. And hopefully there will be more and more Indonesian horror filmmakers who do also the same. Il y a eu tout d'abord un premier âge d'or dans les années 70 et les années 80, l'âge d'or donc du cinéma de genre, du cinéma d'horreur en Indonésie, et puis le deuxième âge d'or, on va dire, c'est maintenant en fait que c'est en train de se passer. Et donc pendant les années 70 et 80, eh bien les réalisateurs utilisaient donc le médium film d'horreur pour pouvoir parler d'une manière un petit peu alambiquée certes, mais pour pouvoir parler des injustices que le peuple subissait de la part du gouvernement. Et donc à l'époque le pays était gouverné par le dictateur Suharto et il n'y avait pas vraiment de liberté d'expression et les réalisateurs utilisaient justement le médium film et l'image et tout ce qu'on peut, voilà, l'imaginaire du film pour pouvoir parler de manière détournée de ces problèmes. Mais par contre, il nous dit, c'est en fait maintenant que j'y réfléchis, c'est un peu étrange parce qu'aujourd'hui on a un peu le même problème avec les libertés d'expression, c'est pareil, on ne peut pas vraiment dire ce qu'on veut, il y a encore de la répression et finalement quelque part il se pose la question, donc je vais dire je me pose la question,
ça va peut-être revenir, ça devrait revenir, mais quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que mes collègues vont utiliser les films pour pouvoir parler de ce qui se passe maintenant? J'espère bientôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les années, donc encore une fois, 70-80, eh bien, il y avait un leadership qui était un leadership islamique, et il y avait beaucoup d'histoires d'horreur, de trucs comme ça, pas d'histoire, mais les gens parlaient beaucoup de fantômes, de choses surnaturelles qui se passaient, et ils avaient recours à des personnes, donc le mot ne me vient pas à l'esprit malheureusement, mais des personnes, des leaders islamiques. Religieux. Comment? Religieux. Oui, voilà, des religieux, merci, pour pouvoir traiter ces problèmes. Ça, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Hop, ils sortaient le Coran, ils lisaient 2-3 sourates, et hop, les soucis s'évanouissaient. C'était comme ça, dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Alors, il se pose la question, lui et ses collègues se posent la question, il faut qu'on trouve d'autres manières d'adresser ces problèmes, d'en parler au cinéma, et voilà, et c'est ce qu'il est en train de faire au jour le jour. Indonesia is predominantly Muslims. I think Indonesia, there are more than 85% Muslim. We are the largest Muslim country in the world. And of course, our horror cinema reflect that from early age, from the 60s, 70s, 80s. Our movies always depicts horror movies with Islamic elements very strongly. Like I said, the horror movies back then always show every problem will be solved by Islamic leader reciting Quran. Now there are more, not too many, but there are more and more horror movies depicting also Islamic elements. We do too. By the way, by saying we, I'm here with my producer, Tia Esbun. I've worked with her for 20 years. My director of photography, Ichal, also here. One of the best in Asia. And of course my actress, my beautiful actress, Asmara Abigail. Our horror films also depict Islamic elements, but instead of having an Islamic leader solving problems, at the end of the film, we always have them killed by ghosts. So yeah, we have that element of Islamic element, but we kill the Islamic leaders. But it's not because we just being naughty or we want to be subversive or we want to be edgy. No, but we try to say that we, as a human being, as a person, as a member of society, we cannot put our faith in our leaders, including our our religious leaders, because they're just human beings. They do mistakes, and there are a lot of crimes being done by leaders, including religious leaders also. So we really have to think for ourselves. We have to put our faith in our own hands. That's what we try to say to our Indonesian audience. En Indonésie, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Indonésie c'est un pays qui est à 85% un pays peuplé de musulmans. C'est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde par rapport au nombre total de personnes. Et dans les années 70-80, donc comme je le disais, Joko, que je disais tout à l'heure, à la fin de chacun de ces films, il y avait toujours donc le leader charismatique musulman qui s'occupait de tout et tout était réglé. Et voilà, hop, un claquement de doigts, c'était fait parce qu'il avait le pouvoir, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Alors, quand il parle des films, il parle également je parle de mes films. Et je suis très heureux parce que dans la salle, ici avec nous, eh bien, il y a ma productrice, il y a mon directeur de la photographie et il y a ma comédienne, Asmara, qui est là. Vous pouvez à nouveau les applaudir. Et donc, lorsque l'on fait nos films aujourd'hui, eh bien sûr, il y a des éléments islamiques dans un pays, encore une fois, à 85% musulmans. Bien sûr, il y a des éléments islamiques. Mais la différence, c'est que à la fin du film, le leader religieux ne résout pas tout. Le leader religieux se fait tuer. Donc, il est tué par les fantômes, et voilà, il disparaît. Et
Joko nous dit je ne fais pas ça parce que j'ai envie d'être un petit peu narquois. Non, c'est pas du tout. Je fais ça parce que je pense que c'est une erreur aujourd'hui d'avoir une confiance aveugle envers les leaders religieux, de complètement les croire quoi qu'il se passe, mais qu'il faut avoir un esprit un petit peu plus ouvert et toujours se rappeler que leaders religieux ou pas, ce sont des êtres humains. Des êtres humains, et dans leur humanité, il y a évidemment l'aspect, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent se tromper, donc c'est ça que j'essaye de mettre en avant. En tout cas, c'est sur ça que je voudrais pointer mon projecteur quand je fais ces films aujourd'hui. Présenté hors compétition, le film américain Cold Storage de Johnny Campbell, un des artisans majeurs de la fiction télévisée britannique. Après Alien Autopsy en 2006, qui mêlait déjà comédie et horreur, Cold Storage est son second long métrage. Nous y suivons deux jeunes employés, épaulés par un ex-agent de l'antibioterrorisme qui, alors qu'un micro-organisme mutant et hautement contagieux s'est échappé d'un confinement en chambre froide en ravageant tout sur son passage, se retrouvent à lutter pour leur survie, et accessoirement celle de l'humanité, au cours d'un service de nuit aussi délirant qu'explosif. Mêlant comédie, science-fiction et horreur, Cold Storage ne réinvente pas le genre, manquant de vrais rebondissements ou d'éléments originaux qui auraient pu vraiment le faire ressortir du lot. Mais ce n'est clairement pas la volonté d'un film qui vise plutôt la simplicité et l'efficacité. De ce point de vue-là, le divertissement proposé s'avère plaisant et solide grâce à son casting, ses effets spéciaux numériques et pratiques, son second degré bienvenu et ses éclaboussures bien visqueuses. Sixième et dernier jour de festival avec le film américain Hold the Fort, présenté lors de la nuit décalée, réalisé par William Bagley, cinéaste indépendant qui, après une série de courts-métrages remarqués, se lance dans l'écriture et la mise en scène de son premier long, la comédie horrifique The Murder Podcast, sorti en 2021. Dans son second long métrage, nous suivons les personnages de Lucas et Jenny, un couple nouvellement propriétaire d'un pavillon de banlieue, mais loin d'imaginer que leur quartier cache un vice caché. Invités à une fête de voisinage, ils se retrouvent piégés dans une bataille épique entre leur association de copropriétaires et une horde de monstres venus des enfers. Une banlieue résidentielle jouxtant un portail vers l'enfer, et voilà nos nouveaux propriétaires embarqués pour la nuit de tous les dangers. Suivant la structure d'un jeu vidéo, avec des ennemis de plus en plus coriaces à affronter, tous les ingrédients étaient réunis pour nous offrir une comédie horrifique sympathique à nous mettre sous la dent durant le festival, à commencer par son idée de départ, son très bon casting et son humour qui fait mouche. Et c'est ce que j'y ai trouvé. Dommage cependant que le film pâtisse quelque peu de son manque de moyens, se montrant peu ambitieux dans les créatures mises en scène et un peu chiche en action. Présenté hors compétition et dernier film découvert lors du festival, le film américain Dolly du scénariste, réalisateur et producteur Rod Blackhurst, dont l'œuvre couvre aussi bien la fiction que le documentaire, le thriller ou l'horreur, et qui développe ici son court-métrage Baby Girl de 2022. Dans Dolly, nous suivons le personnage de Macy, une jeune femme luttant pour sa survie, après avoir été enlevée par une créature monstrueuse décidée à l'élever comme son propre enfant. Un conte de fées sombres dont la superbe photographie granuleuse, crasseuse et chaude et l'antagoniste masqué évoquent l'univers de Massacre à la tronçonneuse. Si le film, voulu sans compromis, a du mal à se détacher de ses influences et manque parfois de substance, quand bien même il se divise en chapitres, il peut notamment compter sur de très bons effets gore et sur l'interprétation de Fabian Thérèse dans le rôle de Macy. Un univers peu développé, ce que le volet suivant, déjà prévu, devrait corriger, Blackhurst ayant visiblement de grandes ambitions pour ce qui est appelé à devenir une saga. C'est donc la fin de ce bilan d'un festival qui m'aura une fois de plus permis de faire de belles découvertes. Merci à celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains films de ma sélection.
Si vous avez apprécié ce gros bonbon vosgien, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!